Mon nom est Isaac Colbert, mais mes amis m'appellent Isa. J'ai 70 ans et depuis 6 mois, je regarde mes 2 filles et leurs épouses me considérer non plus comme un père, mais comme un compte en banque dont la date d'expiration approche dangereusement. Le mois dernier, ils m'ont invité dans un restaurant chic où les assiettes sont plus grandes que les portions. Ce n'était pas pour prendre des nouvelles de leur père endeuillé, c'était pour me présenter une brochure luxueuse d'une maison de retraite et un plan détaillé pour vendre la maison que ma femme Rose et moi avions construite de nos propres mains. J'ai simplement souri, bu mon eau et leur ai dit que j'allais y réfléchir. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Et nous voilà maintenant, tous réunis dans la salle de conférence, l'air épais de cupidité, et je viens de leur tendre un dossier. Ils pensaient qu'il s'agissait de mon testament. Ce n'est pas ça. C'est une facture détaillée de leur irrespect, un reçu de leur avidité, et ils viennent de se mettre à hurler. Pour comprendre leurs cris, il faut comprendre le silence qui les a précédés. Après le décès de Rose, le silence dans notre maison était une chose physique, lourde, et la seule chose qui le brisait était la sonnerie du téléphone. C'était toujours l'un d'eux, toujours pour demander quelque chose. Le premier appel cette semaine-là est venu un mardi. C'était Brigitte, la femme de mon fils aîné, Maxime. Sa voix était comme du sirop bon marché, poisseuse et artificiellement douce. « Isa, comment te sens-tu, mon chou ? Je m'inquiète de te savoir seule dans cette grande maison. » Je lui ai dit que j'allais bien. Elle a ri, un son cassant. « C'est pourquoi nous nous sentons capables de venir te voir pour ça. C'est une opportunité, Isa, une affaire immobilière unique. Nous sommes juste un peu courts en capital. 50 000 € suffiraient. Considère ça comme un prêt, un investissement dans notre avenir. » J'ai regardé mes mains, les articulations gonflées, la peau comme du vieux cuir. Ses mains avaient bâti une entreprise. Colbert et Fils, maçonnerie. Je me souviens d'un chantier en 1995. La prime, pour avoir fini en avance malgré le temps brutal, 50 000 €. Rose m'avait dit « C'est pour l'avenir de nos garçons, Isa. Tout ça. » Et maintenant Brigitte me demandait cette même somme avec la facilité de quelqu'un qui commande un café. Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. C'était mon erreur. Réfléchir était un signal pour eux que le coffre-fort était ouvert. Le lendemain, Tiphaine, la femme de mon plus jeune fils Julien, m'appelait. Elle ne s'est pas embarrassée de douceur. « Isa, je regardais justement les prix dans ton quartier. C'est de la folie. Avec la taille de ton terrain, tu es assis sur une mine d'or. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Le reste du capital pourrait être mis à profit. C'est de l'argent dormant autrement. » Argent dormant. J'ai regardé par la fenêtre le jardin de Rose, que Rose et moi avions planté, nos initiales gravées dans le béton des fondations. Je me souvenais avoir ramené nos garçons de la maternité dans cette maison. Chaque brique représentait un morceau de notre histoire, et elle appelait ça de l'argent dormant. Le dernier appel venait de Maxime. Il ne demandait pas d'argent. Il se plaignait de son poste de cadre intermédiaire. « C'est une impasse, papa. J'ai ton ambition, ta vision, mais je suis coincé. Ma vision, j'avais envie de rire. Ma vision avait impliqué de me lever à 4 heures du matin pendant 40 ans. J'avais eu une vision, c'est vrai. C'était l'enseigne Colbert et Fils, maçonnerie. Je voulais leur enseigner le métier, leur apprendre la dignité de construire quelque chose de réel. Je voulais leur donner un royaume. Mais ils n'en voulaient pas. Maxime se plaignait que la poussière aggravait ses allergies. Julien disait que le travail était trop sale, trop dur. Il voulait des mains propres. Il regardait l'œuvre de ma vie et ne voyait que saleté et sueur. Alors j'ai retiré leur nom de l'enseigne. Rose et moi, nous avons payé leurs universités coûteuses. Nous avons aidé pour les acomptes sur leur maison. Nous leur avons donné la vie aux mains propres qu'ils voulaient. Il y a quelques années, j'ai vendu l'entreprise et les propriétés. Le chiffre final, 2 100 000 €. C'était l'argent du royaume que mes fils avaient rejeté. Et maintenant ils étaient revenus, non pas pour réclamer le trône, mais pour dépouiller le château. Après l'appel de Maxime, le téléphone est resté silencieux pendant un jour. Puis l'appel est venu. C'était à nouveau Maxime, sa voix différente, organisée. « Papa, on a tous parlé. On s'inquiète pour toi. On a réservé une table pour vendredi soir au Sterling.
Il faut qu'on ait une vraie discussion sur ton avenir. Une réunion de famille. J'ai senti un nœud froid se resserrer dans mon estomac, mais j'ai aussi ressenti une étrange clarté. Le brouillard du deuil se levait, et je voyais mes fils pour exactement ce qu'ils étaient. Je savais que c'était une embuscade, et j'ai décidé que j'allais y aller, mais pas sans armes. Ça a l'air charmant, fiston, j'y serai. Ce vendredi-là, j'ai mis le pull que Rose m'avait acheté, et je suis allé au restaurant. La conversation du dîner était une danse soigneusement chorégraphiée de questions sans importance. J'ai simplement hoché la tête et bu mon ojo. Finalement, Maxime s'est penché en avant. « Papa, la raison pour laquelle nous sommes tous ici ce soir, c'est qu'on s'inquiète. » Puis Brigitte a sorti de son sac à main un dossier luxueux et l'a placé sur la table. Sur la couverture, « Les Prés Dorés, résidence pour retraités. » On s'inquiète que tu sois seule, Isa, dans cette grande maison. Les escaliers, l'entretien, c'est trop pour une seule personne. On veut que tu aies la tranquillité d'esprit. Puis Tiphaine a pris son tour. Maintenant, je sais ce que tu penses. Mais la meilleure partie, c'est que ça ne te coûtera rien. J'ai fait les calculs. Ta maison avec le double terrain, c'est le rêve d'un promoteur. On pourrait facilement obtenir 2 millions, peut-être plus. Julien a finalement pris la parole. On veut juste que tu sois à l'aise, papa. Brigitte a livré la partie finale. L'argent de la vente couvrira les frais d'entrée au Pré Doré et les cotisations pour le reste de ta vie. Et le reste, on peut le mettre dans une fiducie familiale. On le gérera. Ce sera le début d'un véritable héritage pour tes petits-enfants. Ils allaient raser mon héritage au bulldozer et utiliser les décombres pour construire le leur. J'ai laissé le silence planer. Puis, j'ai regardé les visages de mes enfants. Cette maison, c'est plus que de l'argent. C'est le jardin de roses de votre mère. Ce sont les marques de crayon sur le cadre de la porte où on vous mesurait. C'est notre histoire. C'est votre histoire. Pendant un bref instant, j'ai vu un éclair de honte dans les yeux de Julien. Il s'est agité inconfortablement. Il a raison, Tiphaine. Peut-être qu'on devrait ralentir. Mais Tiphaine n'en voulait pas. Elle lui a lancé un regard qui pouvait cailler le lait. « Oh, je t'en prie. Ne sois pas si sentimentale, Isa. Ce n'est pas de l'histoire. C'est un actif qui se déprécie. Il faut être logique. » Elle s'est penchée en avant. On pourrait y installer une belle famille française tranquille, quelqu'un qui correspond à la nouvelle démographie. Ça augmenterait vraiment la valeur immobilière. C'est ce que n'importe quel investisseur intelligent ferait. Et voilà, tout le bruit du restaurant s'est estompé. La seule chose que je pouvais entendre était sa voix rejouant ces mots dans ma tête. Une belle famille française tranquille. Quelqu'un qui correspond à la nouvelle démographie. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'effacement. Il voulait effacer 48 ans de vie d'une famille nord-africaine, de notre lutte et succès, du quartier que nous avions aidé à construire. J'ai regardé Julien, mon fils, et je l'ai vu se recroqueviller sous le regard de sa femme, ne disant rien. C'était un étranger pour moi. Ils l'étaient tous. La douleur que j'avais ressentie s'est transformée. Elle s'est refroidie et durcie en une rage froide et propre. Le genre qui ne crie pas, le genre qui planifie. Dans mon cœur, un mur s'est élevé. La famille que j'avais aimée était partie. C'étaient des étrangers portant les visages de mes fils. J'ai pris ma fourchette et pris une bouchée lente du dessert devant moi. J'ai soigneusement plié ma serviette. J'ai levé les yeux. Merci à tous pour votre préoccupation. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. J'aurai besoin de temps pour considérer votre généreuse offre. Je suis rentré chez moi dans un brouillard. Je suis allé au vieux meuble en chêne et j'ai fait courir mes doigts sur les livres de Rose. Ma main s'est arrêtée sur un épais album photo. Glissé derrière une photo se trouvait une carte de visite. Simone Jacobs, avocate, droit des successions et fiducie. Rose avait insisté pour que nous la voyions il y a quelques années. Je commençais à réaliser qu'elle avait vu ce jour venir bien avant moi. La décision a été prise avec un déclic silencieux. Ils avaient déclaré la guerre. J'ai ouvert le vieux coffre-fort caché dans le mur. À l'intérieur se trouvait une pile de livres de contes à couverture rigide. Sur le dos, dans l'écriture de Rose. Grand livre famille Colbert, 1995 à 2000. Ce n'étaient pas seulement des livres de contes. Chaque page était un témoignage de la nature méticuleuse de ma femme. Date,
montant, raison. Elle avait tout enregistré. Les gros prêts, les petites dettes, tout était là. Et puis, j'ai vu ses notes dans les marges. À côté d'une entrée de 20 000 € pour Maxime, elle avait écrit « Il a dit que c'était pour un acompte. J'ai un mauvais pressentiment qu'il ne va jamais rembourser. Je dois garder un registre au cas où pour le bien d'Isa. » Mon souffle s'est coincé. Elle savait. Elle avait vu la cupidité chez mes fils bien avant que mon propre amour ne me le permette. Ce n'était pas juste un décompte. C'était un arsenal. C'était le dernier cadeau de Rose pour moi, une arme forgée de prévoyance et d'amour protecteur. J'ai attrapé la carte de visite. J'ai pris le téléphone. Mon nom est Isaac Colbert. J'étais un client à vous il y a quelques années avec ma femme, Rose. J'ai besoin de prendre rendez-vous dès que possible. C'est à propos de son testament et c'est une question de justice. Le cabinet de Simone Jacobs était au 20e étage d'un immeuble de verre avec une vue jusqu'à la tour Eiffel. Simone elle-même était une femme dans la mi-trentaine, habillée élégamment, avec une poignée de main ferme. « Monsieur Colbert, c'est bon de vous revoir, bien que je sois profondément désolé pour votre perte. Votre message disait que c'était à propos de son testament. Je lui ai tout raconté. Le dîner, la brochure pour les prés dorés, leurs plans. Quand je lui ai raconté le commentaire de Tiphaine sur l'installation d'une belle famille française tranquille, j'ai vu un éclair dans ses yeux. Elle a compris. Ce n'était pas juste une querelle familiale. C'était une question d'héritage, de dignité, des manières dont l'histoire des immigrés est effacée. C'est épouvantable, monsieur Colbert. Ils ont présenté cela comme si votre consentement était une simple formalité. Ils croient que je suis juste un vieil homme fatigué qui va se laisser faire. L'êtes-vous ? Non, madame, je ne le suis pas. J'ai soulevé la pile de registres et les ai placés sur son bureau. C'est l'arme secrète de Rose, le grand livre de la famille Colbert. Elle a enregistré chaque euro que nous avons donné à nos fils, chaque prêt qu'ils n'ont jamais remboursé. Simone a ouvert le registre. Son expression est passée de la curiosité à une fureur vertueuse. Elle a passé une demi-heure à feuilleter les pages. Finalement, elle a levé les yeux. « Monsieur Colbert, Isa, c'est incroyable, ce n'est pas juste un journal, c'est un document légal. » Rose ne gardait pas juste une trace, elle construisait un dossier. Elle s'est levée et a commencé à faire les 100 pas. Leur plan est basé sur une hypothèse erronée, que tous les actifs sont uniquement votre propriété. Mais ce n'est pas le cas. Rose avait un enjeu dans chaque brique, chaque euro, et son testament est la clé qui déverrouille tout. Elle est revenue au bureau. Nous n'allons pas être sur la défensive. Nous allons à l'attaque. Vous êtes sur le point de leur remettre une facture qui a 40 ans de retard. Pour la première fois en 6 mois, le poids lourd sur ma poitrine a commencé à se soulever. Les 2 jours suivants, nous avons étalé les registres de Rose. C'était méthodique. Chaque entrée était un fantôme. Commençons avec Maxime. J'ai pointé les entrées étiquetées prêt de start-up Urbanscape Innovations. 45 000 € pour une idée d'entreprise qui a échoué. Il était si convaincant. Rose avait ses doutes. Moi, je voulais croire en mon fils. Simone a lu une note de Rose à haute voix. Maxime a l'ambition de son père, mais pas sa patience. Il veut le penthouse avant même d'avoir posé les fondations. Puis nous sommes passés à Julien. Ce n'était pas à propos de grandes entreprises ratées. C'était une hémorragie lente et constante qui durait depuis 2 décennies. L'acompte pour leur maison, la berline de luxe, les vacances en Italie, les frais de scolarité privée totalisant plus de 150 000 €. En fin d'après-midi, le 2e jour, Simone a fait pivoter son ordinateur portable. Le total, sans tenir compte de l'inflation, est de 622 450 € et 87 centimes. Plus d'un quart de toute ma valeur nette. Ce n'est pas juste eux profitant de votre générosité, Isa. C'est un cas classique d'exploitation émotionnelle et financière soutenue. Et grâce à Rose, nous avons 40 ans de preuves pour le prouver. La facture était sur le point d'arriver à échéance. Simone a pris un mince dossier bleu marine. Sur l'onglet « Colbert, Rose A ». Leur stratégie entière est construite sur une hypothèse erronée. Ils croient qu'au décès de votre femme, vous êtes devenu le propriétaire unique.
Il vous voit comme le roi sur l'échiquier. Elle a souri. Mais il joue au mauvais jeu. Il ne réalise pas que la reine est toujours sur le plateau. Elle a tourné une page. Quand Rose et moi avons rédigé son testament, elle a été très spécifique. Elle a invoqué son droit de disposer de sa moitié du patrimoine conjugal comme elle le jugeait bon. Qu'a-t-elle fait, Simone? Elle a créé une forteresse. À son décès, 80% de sa part serait placée dans une fiducie caritative irrévocable. Une fiducie caritative, pourquoi faire? Elle lui a donné un nom. La Fondation Rose Colbert pour les jeunes artisans. Son but est de fournir des bourses aux jeunes de votre quartier qui veulent entrer dans les métiers qualifiés. Maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité. L'air a quitté mes poumons. Le génie pur de ma femme me submergeait. L'héritage que mes fils avaient rejeté, Rose l'avait consacré. Elle avait pris les fruits de ce travail et planté un jardin pour une nouvelle génération. J'ai ressenti une vague d'amour pour elle si puissante qu'elle m'a presque mis à genoux. Elle était partie, mais elle était toujours là, toujours en train de se battre pour moi. J'ai quitté le bureau de Simone avec la tête claire. Le plan était en mouvement. J'ai attendu jusqu'au lendemain. Puis j'ai fait l'appel. J'ai composé le numéro de Maxime. J'ai convoqué la voix d'un homme brisé. Fiston, j'ai eu du temps pour réfléchir. Et vous aviez raison. C'est trop pour moi maintenant. Je suis fatigué, Maxime. Je suis juste tellement fatigué. Je pouvais presque entendre le sourire triomphant sur son visage. Oh papa, on est tellement content, c'est pour le mieux. C'est pourquoi j'ai déjà appelé mon avocat, maître Jacobs. Je lui ai demandé d'organiser une réunion pour examiner le testament, les papiers pour la vente de la maison, tout ça. C'était le mot magique, le testament. Bien sûr, papa, absolument. Il a dû détourner la tête du téléphone, pensant que je ne pouvais pas l'entendre crier à sa femme. Mais je l'ai entendu. Il a cédé Brigitte. Le vieux a finalement plié. Et puis sa voix. Je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette histoire larmoyante sur l'avenir des petits-enfants fonctionnerait. Le piège était posé. Le jour de la réunion est arrivé. Je suis entré dans la salle de conférence 5 minutes en avance. Et ils sont arrivés, habillés comme pour une prise de contrôle d'entreprise. Ils ont rempli la pièce avec une énergie bruyante et auto-congratulante. Bel endroit, papa. Ça doit te coûter une fortune. Tiphaine a sorti son téléphone. Je parlais à un designer ce matin. Elle a les idées les plus incroyables pour la propriété. Ça va être spectaculaire. Elle pense qu'on peut la revendre pour 3 millions, peut-être 3 millions et demi. Je les ai regardés diviser ma vie comme des vautours. Et alors que Simone Jacobs entrait dans la pièce, je savais que cette transaction était sur le point d'être refusée. Simone s'est assise et a placé ses dossiers devant elle. Mes enfants se penchaient en avant, fixés sur le dossier qui contenait présumément mon testament. J'ai doucement levé la main. Avant que mon avocat ne commence, je pense qu'il est important que nous ayons une comptabilité claire du passé. J'ai tendu la main dans mon sac. J'en ai sorti 4 dossiers Manila épais. Sur chaque onglet, un nom, Maxime et Brigitte, Julien et Tiphaine. J'ai glissé les dossiers sur la table. Ils fixaient les dossiers comme s'ils étaient des serpents venimeux. Qu'est-ce que c'est, Isa? La page de couverture a un titre, le grand livre de la famille Colbert, et en dessous, un nombre final, la somme totale d'argent que Rose et moi vous avons donnée. Pour vous, Maxime et Brigitte, 345 000 €. Pour vous, Julien et Tiphaine, 277 000 €. Ils ont commencé à feuilleter les pages frénétiquement. La première section est étiquetée « Prêt sans intérêt, sans terme ». Ensuite viennent les investissements éducatifs, puis les renflouements d'urgence. Et tout au fond, vous trouverez des copies des notes manuscrites de votre mère. J'ai regardé Brigitte lire une note de Rose. Maxime est venu avec des graphiques et des rêves. Je prie pour qu'il réussisse, mais je crains qu'il ait l'ambition de son père sans sa volonté de se salir les mains. Le silence stupéfait a tenu. Brigitte s'est levée d'un bond. Qu'est-ce que c'est? D'où avez-vous sorti ça? Les avez-vous falsifiés? Tiphaine a suivi. C'est complètement irrecevable. Nos avocats vont déchirer ça en lambeaux. Mes fils étaient silencieux, stupéfaits.
Il venait de lire les pensées privées de leur mère, sa déception écrite de sa propre main. Leur front uni s'est effondré. Ils se sont retournés les uns contre les autres. « Je te l'avais dit qu'on aurait dû être plus prudent, » siffla Brigitte. « Ne mets pas ça sur moi. C'est ton affaire immobilière qui nous a coûté 50 000 €. Les cris atteignaient un paroxysme quand Simone a fermé un dossier avec un fort claquement. Tout le monde a gelé. « Ça suffit. Cette réunion est maintenant en session. Nous sommes réunis pour la lecture officielle du dernier testament de... » Elle a fait une pause. Rose Anne Colbert. Les mots sont tombés comme des pierres. 4 visages étaient flasques de choc. « De quoi parlez-vous » bégaya Maxime. « Tout ça a été réglé. Tout est allé à papa. » Simone lui adressa un sourire froid. « C'est une hypothèse incorrecte. Votre mère était une planificatrice bien plus sophistiquée que vous ne lui avez jamais donné crédit. » Elle a commencé à lire. Article 4. Disposition des actifs conjugaux. À son décès, 80% de sa part devait être placée dans une fiducie caritative irrévocable. La fiducie sera connue sous le nom de Fondation Rose Colbert pour les jeunes artisans. Sa mission est de fournir des bourses aux jeunes de la région parisienne qui souhaitent poursuivre une carrière dans les métiers qualifiés. Ma femme prenait le royaume qu'ils avaient rejeté, et elle le donnait à des étrangers. Qu'en est-il du reste ? Murmura Brigitte désespérément. Les autres 20%. Simone a tourné une page. Article 5. Distribution des actifs restants. Les 20% restants seront divisés également entre mes fils. Une lueur d'espoir s'est allumée. Cependant, cette distribution est conditionnelle au règlement de tous les prêts personnels enregistrés dans les grands livres familiaux. Ces dettes doivent être déduites avant le versement. Simone a fermé le dossier. Comme les dettes documentées dépassent de loin votre part de l'héritage, le montant de distribution finale est donc de 0. 0. Ce seul mot flottait dans l'air. Imparfait, beau, dévastateur, néant. Je ne suis pas resté pour regarder le carnage. J'ai repoussé ma chaise. Leurs cris ont recommencé, mais c'était différent. C'était le son de rats se battant dans un piège qu'ils avaient construit eux-mêmes. J'ai tourné le dos et je suis sorti. Leurs cris m'ont suivi dans le couloir, mais à chaque pas, leur voix devenait plus faible. Au moment où je suis entré dans l'ascenseur, le son s'était estompé, et tout ce que je pouvais entendre était le beau son de ma propre paix qui me revenait. Une année a passé. La maison ne se sent plus vide, elle est remplie d'objectifs. Aujourd'hui, je me tiens à un pupitre dans l'auditorium du centre de formation local. La salle est bondée de familles travailleuses de mon quartier. La bannière derrière moi dit « Première cérémonie annuelle de remise des prix de la Fondation Rose Colbert pour les jeunes artisans. C'est notre première année et nous décernons 10 bourses complètes. Quand j'appelle le dernier nom, une jeune femme nommée Khadija Rachid monte sur Fanouane. Elle veut être maître charpentier. Je lui remets le chèque, puis une belle boîte à outils reliée en cuir. Elle me regarde, ses yeux brillants de larmes. « Merci, monsieur Colbert. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Mon père, il était aussi un constructeur. » Je souris et tapote sa main. « Si, jeune fille, je sais exactement ce que ça signifie. Maintenant, va rendre ton père fier. Rends ma femme fière. » Un sentiment de paix s'installe sur moi, si profond qu'il ressemble à une étreinte chaleureuse. C'est mon héritage, c'est l'héritage de Rose. Ce n'est pas dans un compte bancaire, c'est ici, dans les mains et les cœurs de la prochaine génération. Je me demande parfois ce qui leur est arrivé. Les retombées ont été rapides et brutales. Le mariage de Maxime et Brigitte n'a pas pu survivre. Ils ont perdu leur maison, leur voiture et finalement l'un l'autre. Julien et Tiphaine ont essayé de tenir le coup, mais se sont séparés il y a 6 mois. Parfois tard, le soir, Julien m'appelle. Les appels sont maladroits, pleins de silence. Il ne s'excuse pas, mais il pose des questions sur la fondation. Et dans ces questions, j'entends le faible écho du fils que j'ai autrefois connu. Peut-être qu'un jour, il retrouvera son chemin. Mais ma vie n'est plus définie par leurs choix. Mes jours sont remplis d'objectifs. Je passe mon temps à aider les boursiers avec leurs projets. Je vois la fierté dans leurs yeux alors qu'ils apprennent. Je vois leurs avenirs prendre forme. Mes fils pensaient que mon héritage était un chiffre dans un compte bancaire.
Ils avaient tort. Un véritable héritage n'est pas ce que vous laissez aux gens, c'est ce que vous laissez dans les gens. Rose le savait, et maintenant, entouré par les sons des scies et des marteaux, je le comprends enfin aussi. La famille n'est pas un lien incassable. C'est un jardin qui doit être entretenu avec respect mutuel. Quand il est envahi par les mauvaises herbes du sentiment d'avoir droit et de la cupidité, vous devez être assez fort pour les arracher. Ma femme savait qu'un véritable héritage n'est pas l'argent que vous laissez derrière vous, mais les valeurs que vous construisez au sein de votre communauté. Protéger l'œuvre de votre vie et votre dignité n'est pas de l'égoïsme. C'est le dernier et le plus important et travail d'une vie bien vécue.